L'Europe est un continent avec une préhistoire longue et complexe, marquée par de multiples vagues d'humains primitifs appartenant à différentes espèces qui sont apparues dans diverses parties de la région à différentes époques. Homo sapiens a posé le pied pour la première fois en Europe de l'Ouest il y a environ 47 000 ans, tandis que Homo erectus, potentiellement notre ancêtre direct, est apparu dans les régions sud-est du continent il y a déjà 1,8 million d'années et n'est jamais allé plus à l'ouest que l'Europe centrale. Mais qui étaient donc les premiers Européens de l'Ouest ? Eh bien, vous pourriez être surpris d'apprendre qu'il ne s'agissait pas d'Homo sapiens, mais ce n'était un des pas non plus des Homo erectus. Homo antecessor apparaît pour la première fois dans les archives fossiles il y a environ 1,2 million d'années, ayant évolué à partir d'une population d'Homo ergaster. Et cette espèce a probablement été la première du genre humain à atteindre les régions occidentales de l'Europe. Ce n'est pas une espèce très connue du grand public, mais il existe des similitudes remarquables entre antécessors et Homo sapiens modernes. Et aujourd'hui, nous allons les explorer tous en détail. Mais qui étaient donc ces nouveaux visiteurs étranges venus de l'Ouest ? Comment vivaient-ils et finalement comment ont-ils disparu ? Une grande partie de ce que nous savons de l'apparence d'Homo antecessor provient du crâne d'un jeune enfant âgé de 10 à 11 ans et demi qui a été découvert sur le site de la Grandolina, faisant partie du complexe archéologique de la Sierra de Atapuerca, dans ce qui est aujourd'hui la nation d'Espagne en Europe occidentale. Ce site a livré plusieurs fossiles, y compris les restes corporels de certains adultes. Mais c'est ce crâne qui a permis aux paléontologues et aux anthropologues d'obtenir un aperçu de l'apparence faciale de ce primate. La caractéristique la plus frappante du visage d'Homo antecessor aurait été son visage entièrement plat, une particularité qui a été conservée tout au long de la vie de l'espèce. Cela lui aurait donné une apparence bien plus proche des espèces humaines archaïques du début du Pléistocène plutôt que de celle d'Homo sapiens. Mais il existait certaines similitudes distinctes entre ces singes et nous-mêmes en particulier. Les os nasaux ressemblent aux nôtres et les mâchoires sont très mobiles et de constitution légère. Contrairement aux structures osseuses robustes trouvées chez les premiers hominines, les dents de devant, les incisives, étaient en forme de pelle, tandis que les molaires semblent similaires à celles observées chez les néandertaliens. Les femelles auraient eu des dents plus petites que les mâles, avec une couverture gingivale proportionnellement moindre. Dans l'ensemble, cela pourrait signifier qu'un degré plus élevé de dimorphisme était également présent entre les mâles et les femelles sur l'ensemble du corps. Un spécimen adulte d'Homo antecessor, découvert sur le même site que le jeune enfant, semble avoir mesuré entre 162 et 186 cm, soit entre 1,55 m et un peu plus de 1,80 m de hauteur. Cette estimation provient d'une clavicule que l'on pense appartenir à un mâle adulte, tandis qu'un radius beaucoup plus gracile montre un individu qui mesurait environ 172 cm, soit 1,72 m. Les os métatarsiens des pieds de copie de l'homininée semblent raconter une histoire différente. Chez les mâles, ils donnent tout de même des estimations d'environ 173 cm, soit 1,73 m, tandis que les femelles auraient atteint environ 168 cm, soit 1,68 m. Il est important de noter qu'il n'y a pas une grande différence ici, ce qui signifie que ces estimations de taille sont probablement exactes, et que les mâles avaient tendance à grandir légèrement plus que les femelles. Dans l'ensemble, l'examen des os des chevilles d'Homo antecessor montre qu'ils étaient un an robuste, ce qui est particulièrement inhabituel étant donné que certains éléments du corps sont plus gracieux. Cela pourrait être une adaptation qui aurait aidé l'homininée à supporter la pression et le stress sur le pied en marchant. Et cela peut également indiquer que ces singes étaient généralement plus robustes et massifs que ce que nous pensions au départ. Des pistes fossilisées correspondant aux proportions des pieds de ces animaux indiquent qu'ils ont probablement atteint le nord jusqu'à ce qui deviendrait un jour l'Angleterre.
et ils semblent être étroitement liés, du moins en apparence, aux empreintes de pas de Néandertal qui ont été retrouvées à travers l'Europe malgré les similitudes. On pense que Homo antecessor avait des membres plus longs que Homo neanderthalensis, et ces membres semblaient être plus fins et plus gracieux que les membres généralement trapus et épais des Néandertaliens. Les reconstitutions d'artistes de Homo antecessor ont beaucoup en commun avec celles représentant les Néandertaliens, ressemblant presque à un étrange croisement entre Homo neanderthalensis et Homo erectus. Ils étaient grands et en grande partie dépourvus de poils, à l'exception des cheveux sur la tête et du visage, avec des arcades sourcilières proéminentes et de grands nez. Ils ne sont pas représentés avec des technologies avancées, comme des vêtements ou des huttes, et sont généralement montrés utilisant des outils en pierre simple dans des grottes ou sur les plaines de l'Europe de l'Ouest. Mais quelle était réellement l'étendue de leur arsenal d'outils en pierre ? Cependant, le site de la Grandolina en Espagne est de loin l'endroit le plus fiable pour les scientifiques qui étudient cette espèce humaine archaïque. Et il a montré que ces primates étaient habiles à développer des outils en pierre adaptés à différents usages dans leur vie et leur société, contrairement aux humains qui les ont précédés. Homo antecessor semble avoir pris grand soin de façonner d'abord la forme générale de l'outil en pierre, avant de le tailler à la bonne taille, avec une pierre plus tranchante. Cela montre un haut degré d'intention et de préparation qu'on ne retrouve pas chez les espèces plus archaïques. Et ils étaient même capables de fabriquer de grossiers bifaces primitifs, une forme de couteau ancien, en utilisant cette méthode. Certains de leurs outils sont particulièrement avancés, rappelant ceux de l'industrie lithique acheuléenne qui apparaîtra en Europe de l'Ouest, presque 1 million d'années plus tard. Les scientifiques ne savent pas actuellement si les humains ultérieurs ont adopté ces outils à partir des bases déjà posées par Homo antecessor, ou s'ils ont été développés de manière totalement indépendante par Homo sapiens. Qui a atteint la région en premier ? Des centaines d'outils en pierre ont été mis au jour sur le site de Grandolina, ce qui indique qu'Homo antecessor vivait dans la région depuis longtemps. Ces outils évoluent à mesure que les scientifiques explorent divers sites, montrant ainsi leur adaptation à différents usages au fil du temps. Certains outils montrent des traces d'avoir été utilisés pour découper de la chair. Cela signifie non seulement que ces homininés avaient un goût pour la viande, mais aussi qu'ils étaient habiles à la préparer et à la découper à l'aide de leurs outils de pierre rudimentaires. De nombreux outils en pierre trouvés à Grandolina sont faits de silex, une roche sédimentaire dure, mais Homo antecessor semble également avoir collecté et fabriqué des outils en quartz, en grès et en calcaire. Toutes ces ressources étaient disponibles à seulement quelques kilomètres du site de Grandolina. Ce qui signifie que, bien qu'Homo antecessor ait probablement beaucoup voyagé dans les environs immédiats de son habitat, il n'avait pas besoin d'aller loin, pour trouver un flux constant de ressources avec lesquelles fabriquer leurs outils. Le site montre également des preuves que les outils d'Homo antecessor ont été retouchés au fil du temps, peut-être à mesure qu'ils perdaient leur tranchant et devenaient émoussés. Un tailleur de pierre précoce revenait sur son travail précédent de débitage et de taille pour produire à nouveau un outil plus raffiné. Certains outils présentent des encoches intentionnelles qui auraient servi à un usage précis, tandis que d'autres sont pointus à leur extrémité. Et ils ont peut-être été utilisés pour percer la chair plutôt que pour la couper. Certains sont clairement des grattoirs utilisés pour enlever la peau ou pour couper la chair, tandis que d'autres ressemblent à des éclats qui ont peut-être servi à briser des os. Bien que Homo antecessor ait manifestement bien compris comment découper et couper sa nourriture, il y a très peu de preuves qu'il savait comment la cuisiner. Les seules particules de charbon trouvées à travers Grandolina sont supposées avoir été transportées par le vent depuis des zones voisines, où des incendies naturels auraient pu se déclarer dans des endroits chauds et secs. Mais cela soulève une question intéressante. S'ils ne disposaient pas de la technologie des vêtements et ne pouvaient pas se réchauffer avec un feu maîtrisé, comment faisait-on-il pour rester au chaud dans les climats souvent froids de l'Europe, en particulier ceux qui vivaient dans ce qui allait devenir le nord de la France et l'Angleterre ?
Eh bien, en plus du fait que le climat était de quelques degrés plus chaud à l'époque d'Homo antecessor, l'espèce était peut-être naturellement mieux adaptée que nous à supporter des températures plus basses. On suppose qu'ils avaient un métabolisme élevé et qu'ils suivaient probablement des régimes riches en protéines pour les aider à résister au froid. Dans les régions que fréquentait Homo antecessor, le gel était rare, avec une abondance d'arbres à feuilles caduques comme l'olivier et le chêne. Dans le nord, Homo antecessor semble avoir vécu dans des zones abritées, comme les forêts d'épicéas et de pins. Et bien que les climats aient été plus frais qu'ils ne le sont en Espagne, ils n'étaient pas intenables. Le régime riche en protéines de Homo antecessor signifiait que l'espèce consommait beaucoup de viande. Heureusement, il ne manquait pas de grands animaux à chasser dans la région. Et les fossiles de ces animaux ont également été retrouvés mêlés au reste des humains eux-mêmes. Les premières populations d'Europe occidentale chassaient des espèces vivantes et éteintes, et il semble qu'elles mangeaient trop de tout, des cerfs aux ours. Le cerf au bois en forme de buisson, aujourd'hui disparu, semblait être un favori, mais les daims et cerfs élafs, toujours présents, étaient également abondants. Le bison, le sanglier et les chevaux constituaient une bonne source de viande pour les chasseurs mieux équipés, alors que certains groupes ciblaient des animaux aussi grands que les mammouths et aussi féroces que les hyènes. Des sources de protéines plus inhabituelles provenaient de singes, de rhinocéros, de loups et d'une espèce éteinte d'ours connue sous le nom d'Ursus dolinensis. Beaucoup des os de ces animaux sont conservés avec les entailles et les marques de coupe d'Homo antecessor. Les outils et la nourriture semblent avoir été rapportés et préparés sur le site, plutôt que sur le terrain. Les carcasses de grands animaux, lorsque cela était possible, étaient traînées jusqu'au site de la Grandolina pour y être dépecées et consommées par tout le groupe. Alors qu'avec des animaux beaucoup plus grands, comme les mammouths et les rhinocéros, seuls les membres ou les crânes étaient récupérés. Ce comportement suggère que la division du travail était bien établie dans les sociétés d'Homo antecessor, avec certains humains partant sur le terrain, formant des groupes de chasse, pendant que d'autres restaient sur le site pour préparer le repas de la troupe. Ils semblent avoir vécu en grand nombre, et cela semble leur avoir procuré un certain degré de sécurité. Seulement 5 de tous les spécimens connus d'Homo antecessor portent les marques infligées par les dents et les griffes de carnivores, et ceux qui en portent semblent avoir été en grande partie charognés plutôt que chassés. Cela dit, des prédateurs étaient peu présents ici. Homo antecessor aurait été menacé non seulement par des ours, mais aussi par des meutes de hyènes, de loups, et par le grand félin aujourd'hui disparu Panthera gombazoagenesis, également connu sous le nom de jaguar européen Homo antecessus. Ils semblent également avoir récolté des plantes sauvages pour compléter leur alimentation riche en viande, et les terres qu'ils occupaient regorgeaient d'olives, de noisettes, de châtaignes et de micocouliers. Bien que ces aliments ne représentèrent sans doute pas une grande part de la vie de Homo antecessor, certains récoltèrent ces plantes tandis que d'autres partaient en chasser. Il existe également des preuves suggérant que Homo antecessor appréciait les organes de stockage des plantes sauvages, comme les racines et les tubercules, lors de la cueillette. Beaucoup de ces ressources n'avaient pas besoin d'être cuites, et certaines étaient très rassasiantes, permettant à Homo antecessor d'obtenir de nombreux nutriments avec peu de nourriture. Il existe cependant un aspect plus sombre de la culture de Homo antecessor, qui est peu connu sous la forme du cannibalisme. Les groupes d'Antecassa dans la Grandolina auraient ciblé les humains pour leur viande en période difficile. Et il existe de nombreuses preuves de bris d'os, de découpe de muscles et de scarification faciale. Cela prend une tournure encore plus sinistre cependant, lorsque vous apprenez cela. La majorité des individus qui ont été cannibalisés semblent avoir été des enfants ou de jeunes adultes, qui, à leur tour, étaient les moins susceptibles de pouvoir se défendre lorsqu'il s'agissait d'être tués. Les théories affirment qu'un Homo antecessor aurait utilisé un outil de pierre rudimentaire pour fracasser le crâne et obtenir le cerveau de sa victime. Alors que d'autres preuves montrent qu'il retirait que la chair des côtes humaines, déboîtait tant les os de leurs articulations et démembrèrent les membres pour obtenir leur viande.
En raison du fait que la majorité des traces de coupure et d'écrasement se trouvent sur les visages des Homo antecessors, il a été suggéré que ceux qui ont été consommés n'étaient en réalité pas membres du groupe social des cannibales. Ils auraient pu attaquer des groupes voisins pour trouver des victimes quand la nourriture manquait. Ou peut-être que la consommation de chair humaine servait à un rituel dont la signification s'est depuis longtemps perdue dans les archives fossiles. Les proies animales capturées par Homo antecessors ne semblent pas avoir subi les mêmes entailles faciales. C'est une zone du corps particulièrement difficile pour en extraire de la viande. Et ils semblent avoir fourni plus d'efforts pour l'obtenir chez la même espèce que ce qu'ils faisaient avec les animaux sauvages. Une autre explication est qu'il pourrait s'agir de cannibalisme rituel, de membres de la même tribu décédés de causes naturelles. Et briser le crâne était simplement une pratique symbolique pour ces personnes. Homo antecessors n'a pas survécu en Europe de l'Ouest, et il y a environ 770 000 ans, ils avaient pratiquement disparu des forêts et des plaines d'Espagne et d'Angleterre. Alors que le monde entrait dans l'ère glaciaire, le changement climatique fut le principal facteur ayant décimé cette espèce fascinante et sauvage. Mais il se peut aussi qu'elle ait dû faire face à la concurrence avec l'apparition de nouvelles espèces humaines à l'ouest. Homo antecessors était autrefois considéré comme l'ancêtre à la fois des humains modernes et des néandertaliens. Mais il est maintenant plus largement admis qu'ils étaient une branche dérivée de la lignée humaine moderne, se séparant de nous juste avant que nous nous séparions des néandertaliens. Certaines espèces, comme Homo heidelbergensis, ont peut-être surpassé Antecassa en Europe, menant à leur disparition finale. Au moment où les humains et les néandertaliens sont arrivés sur la scène, ils avaient disparu depuis longtemps, ne laissant derrière eux que leurs outils en pierre étonnamment avancés et les restes brisés de leurs semblables cannibalisés.